Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, laissez-moi d'abord vous dire avec quelle joie je vous vois à nouveau présent dans cet auditorium pour la conférence annuelle de l'École française d'Athènes. Et j'adresse pour commencer mes remerciements à l'Institut français de Grèce pour avoir, comme de coutume, mis à la disposition de l'école cet espace et sa technologie qui permet aussi à de nombreux collègues en France ou ailleurs de suivre cette conférence à distance, et bienvenue aussi à vous tous qui nous voyez à l'écran. C'est également avec une grande joie que je vous accueillerai tout à l'heure après la conférence dans les jardins de l'École française pour le traditionnel buffet estival de la soirée, et j'espère que vous n'en avez pas oublié le chemin après ces 2 années de visioconférence. L'année 2021, dont je vais vous parler ce soir, a été évidemment marquée par ces 2 années de pandémie. Mais je voudrais surtout retenir dans ce bilan le dynamisme manifeste de notre école, de ses personnels, de sa communauté internationale de chercheurs. Les défis n'ont pas manqué au cours des années précédentes et aujourd'hui, l'irruption de la guerre sur le continent européen, de même que les catastrophes climatiques, nous annoncent d'autres défis pour les années à venir. La force de notre école, qui l'inscrit dans la longue durée, c'est de faire perdurer depuis presque 2 siècles, ici comme sur le terrain, une communauté de recherche solide et amicale, une communauté capable de mettre en première ligne l'analyse intellectuelle et la compréhension des faits. En 2021, nous avons célébré les 175 ans de l'École française d'Athènes. Ce fut l'occasion, tout d'abord, d'un retour dans les archives avec l'exposition EFA 175, présentée à la fois dans les jardins de l'école et sur le site Internet. Elle donne à voir quelques instantanés de la vie quotidienne des membres et des personnels de l'école dans les premières décennies de son histoire à Athènes et sur les sites archéologiques. Vous pourrez d'ailleurs la revoir dans les jardins ce soir. Complétée par d'autres publications, comme le numéro spécial que la revue Archéologia a consacré à l'École française, et en attendant la publication prochaine d'un ouvrage sur l'histoire de l'école, cet éclairage sur le passé et le présent de notre institution célèbre en même temps la force du partenariat qui unit l'École française d'Athènes à la Grèce dès ses débuts. Cet anniversaire, en 2021, fait écho à la célébration des 200 ans de l'indépendance grecque, et ce n'est pas un hasard. Depuis sa fondation en 1846, l'École française d'Athènes n'a cessé d'accompagner la Grèce dans l'exploration, la protection et la valorisation de son patrimoine antique et moderne, depuis les grandes fouilles de la fin du XIXe siècle jusqu'aux travaux que nous menons aujourd'hui ensemble à travers de multiples partenariats. La soirée de célébration des 175 ans de l'École française d'Athènes, le 22 septembre 2021, a ainsi réuni de nombreux amis de l'école dans les jardins autour d'un concert qui était un voyage dans le temps, mêlant musique de salon du XIXe siècle et musique cleftique. Peu de temps auparavant, nous avions eu l'honneur de recevoir à l'école la visite du président de la République française. La relation franco-hellénique a été particulièrement à l'honneur en 2021 et l'École française d'Athènes a été heureuse de contribuer à la célébration du bicentenaire de la naissance de la Grèce moderne en s'impliquant dans l'organisation de 7 expositions où nous avons prêté nos propres collections, mais aussi apporté notre expertise. Celle du musée du Louvre, Paris-Athènes, a été la plus importante et a ouvert un cycle qui se poursuivra à Paris cet automne par un colloque international sur le philhellénisme et par de nombreuses publications dans les mois à venir. Mais d'autres expositions ont également été un moment fort de célébration de la relation franco-grecque à Athènes, comme dans les universités françaises. Dans la continuité de cet élan philhellène, je veux adresser au nom de l'École française mes profonds remerciements à la Grèce qui accueille nos travaux depuis 175 ans et aux institutions qui soutiennent notre activité. Madame Mendoni pour le ministère de la Culture, ainsi que les directions générales qui en dépendent. Et pour nos activités de l'année 2021, les Éphories d'Argolide, de Béotie, des Cyclades,
d'Héracléon et d'Ulacity, de Kavala, de Phocide, de Cérès, ainsi que l'Éphorie des antiquités sous-marines. J'y ajoute la Société archéologique d'Athènes, partenaire régulier de plusieurs de nos travaux et qui m'a fait le grand honneur de m'élire membre honoraire en 2021. Comme vous le savez, les travaux de l'École française d'Athènes s'étendent aussi dans les Balkans et en Méditerranée orientale. J'adresse tous mes remerciements aux autorités albanaises et chypriotes pour leur accueil et pour leur appui à nos recherches. Du côté de notre autorité de tutelle française, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, l'année 2021 était, pour l'École française d'Athènes et pour le réseau des écoles françaises à l'étranger, une année de bilan marquant la fin du programme quinquennal 2017-2021 et la préparation d'un nouveau programme pour les 5 années à venir, 2022-2026, dont j'aurai le plaisir de vous parler l'an prochain. À tous les personnels de l'École française d'Athènes, je tiens à redire ici encore toute ma reconnaissance pour la très grande qualité du travail réalisé à l'occasion de ce bilan. Je remercie chaleureusement les autorités françaises qui soutiennent depuis 175 ans le développement de l'École française d'Athènes, notre tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est aussi la tutelle du réseau des écoles françaises à l'étranger, dont l'École française d'Athènes fait partie, en lien avec les écoles de Rome, de Madrid, du Caire et d'Extrême-Orient. L'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui apporte régulièrement son soutien et ses conseils à notre école, et la Commission des fouilles du ministère des Affaires étrangères, qui soutient également notre activité dans les 3 pays où l'école développe des recherches, en Albanie, en Grèce et à Chypre, grâce à l'appui également des ambassades. J'exprime également mes plus vifs remerciements au soutien des fonds publics de la recherche, laboratoires, universités et agences nationales de la recherche qui ont permis notre activité en 2021, ainsi qu'à nos partenaires privés et aux fondations qui soutiennent financièrement notre action. Enfin, les municipalités, sur les sites de fouilles, sont très souvent engagées dans le soutien à nos opérations archéologiques et elles apportent un appui logistique extrêmement précieux. Qu'elles en soient chaleureusement remerciées. Malgré les efforts déployés par l'école au cours de l'année 2021, la première expérience de la pandémie et des confinements avait, en 2020, largement entravé la programmation des opérations de terrain, si bien que plusieurs fouilles n'avaient pas pu avoir lieu. En 2021, au contraire, toutes les missions ont dû composer avec les contraintes de la pandémie, mais grâce à la vigilance de tous, avec de nombreux aménagements dans l'organisation, un grand nombre de missions ont pu être menées à bien avec efficacité et sans contamination. Une intense activité, comme vous le voyez, a été déployée dans tous les services de l'école, faisant d'ailleurs la part belle au numérique. De nombreuses manifestations scientifiques et séminaires ont été organisés en visioconférence ou en format hybride, rassemblant plusieurs centaines d'auditeurs. Une cinquantaine d'étudiants doctorants a été accueillis comme boursiers ou comme doctorants contractuels, ainsi que de nombreux stagiaires sur les fouilles. Une vingtaine de chercheurs sont venus en résidence à l'école, ainsi que de nombreux lecteurs à la bibliothèque. 5 nouveaux membres scientifiques ont été recrutés à partir du mois de septembre 2021, venant compléter la dynamique équipe des jeunes chercheurs de l'École française. Toutes et tous contribuent à faire de l'École française d'Athènes un centre de recherche multigénérationnel, international, un lieu de partage du savoir dont les contraintes de la pandémie n'ont pas entamé la convivialité et je les en remercie chaleureusement. En 2021, l'activité archéologique de l'école s'est déployée en Grèce, à Chypre et en Albanie, avec de plus les reports des opérations ajournées en 2020, si bien que l'école française a mené 8 fouilles en Grèce au cours de cette année 2021, à Dikylitash, à la Navlokos, à Argos, à Delphes, à Thasos, à Égine, à Délos, à Mégare, ainsi que des opérations de terrain en Albanie et à Chypre. Sont venues s'y ajouter de très nombreuses missions d'études, d'autant plus intenses qu'elles constituaient souvent les étapes finales de programmes qui passent maintenant à la phase de la publication. D'année en année, ces missions ont fourni un grand nombre d'informations et de résultats nouveaux
qui précise et transforme notre vision du monde grec et de son environnement. Avec la mission qui traite des périodes les plus hautes à Chypre, dans la région d'Arménochori, une équipe explore les plus anciennes attestations de présence humaine à Chypre au XIe et Xe millénaire avant notre ère, une période charnière de l'histoire du climat et de la biodiversité pour les sociétés du Proche-Orient, mais une période très peu connue. Après une phase de prospection pédestre et géophysique en 2019, des sondages ont commencé l'exploration du site de Paktoména et confirment que des populations humaines se sont établies sur ce plateau durant le Xe millénaire. En Albanie, la reprise de la mission archéologique franco-albanaise de Soviane et Kalamas dans le bassin de Korç permet de rouvrir l'important dossier de l'étude des pratiques pastorales et de la domestication animale du néolithique à l'âge du bronze dans la péninsule balkanique, un jalon important entre le Proche-Orient et l'Europe. Le redémarrage de cette étude combine des travaux de laboratoire appliquant des méthodes d'analyse nouvelles, l'étude de l'usure dentaire des ossements animaux combinée à des analyses isotopiques d'émail, mais elle prévoit aussi l'achèvement de la prospection des sites de hauteur qui documentent la transition entre l'âge du bronze et l'âge du fer, entre le XIIe siècle et le VIIIe siècle avant notre ère, et au fur et à mesure de la montée des eaux du lac Malik. Une vingtaine de sites a ainsi été explorés, occupés entre la protohistoire et la période médiévale. Les résultats obtenus sur le terrain permettront de finaliser le SIG du bassin de Korç. Il ressort de ces études que le bassin a toujours été une zone de passage importante entre l'ouest, la côte adriatique, et l'est, le monde Égéen, dès le début de la préhistoire. En Grèce, le chantier archéologique de Dikilitash complète les connaissances sur la préhistoire et la protohistoire européenne. Les niveaux les plus anciens repérés sur le site datant du 7e et du 6e millénaire avant notre ère. Si l'objectif final est de restituer l'histoire complète de ce tel depuis le néolithique, les fouilles de 2021 se sont pour elles concentrées sur deux secteurs, dont l'un documente plus particulièrement la séquence de l'âge du bronze, et plus précisément du bronze récent, entre 1400 et 1200 avant notre ère. Le plan d'un grand bâtiment est clairement apparu au cours de cette campagne, un bâtiment de 5 mètres de largeur sur 7 mètres de longueur au moins, avec un sol enduit et un toit fait de poutres recouvertes de terre. Deux autres grands bâtiments ont également été repérés et les prochaines campagnes en poursuivront l'exploration pour essayer de préciser les formes sociales et économiques associées à ces constructions. Dans un autre secteur, un intéressant matériel du néolithique récent a été récolté. À Kira, en Phocide, c'est aussi la période du bronze que documente l'étude des vestiges qui s'est poursuivie en 2021 par des études du matériel céramique, faune et restes humains, matériel recueilli lors des fouilles précédentes. Site extrêmement riche pour l'étude de l'Helladique moyen et la transition vers le bronze récent, Kira permet d'étudier autant l'habitat et l'artisanat que les pratiques funéraires de cette période qui s'étend entre 2200 et 1450 avant notre ère environ et qui a été longtemps délaissée par la recherche qui s'était polarisée sur les civilisations palatiales de la fin de l'âge du bronze. Le tableau des pratiques funéraires étudiées dans le cadre de ce programme par l'École française d'Athènes s'est ainsi révélé d'une grande originalité. Il est complété par une étude de l'état sanitaire des populations et de leurs pratiques alimentaires. La publication de cette première phase des recherches, vous le voyez, est en préparation. En Crète, tandis que se poursuivaient sur le site de Malia des campagnes d'études du mobilier en vue de la publication des fouilles du palais, des fouilles du secteur Pi et de la prospection archéologique du territoire, une nouvelle campagne de fouilles sur le site voisin de l'Anavlokos permettait de progresser dans l'exploration de ce site de montagne de la région du Lassiti, occupé environ de 1200 à 650 avant notre ère, c'est-à-dire sur toute la période de la fin de l'âge du bronze jusqu'à la construction des premières cités de l'époque archaïque. En explorant simultanément les lieux d'habitat et de production, les sanctuaires et les nécropoles,
Le projet montre comment les sociétés peuvent se transformer en passant du modèle palatial au modèle civique. La fouille de l'année 2021 a permis d'achever l'exploration du quartier de la Forge, établi au cours du 8e siècle avant notre ère, un quartier qui comprend une large résidence de 5 pièces, un édifice pourvu d'une salle à banquettes et une forge assortie de son dépotoir. La fouille d'une deuxième terrasse a également été engagée. Elle est caractérisée par un important mur de soutènement que vous voyez ici, et elle accueillait probablement des édifices aux fonctions communautaires ou publiques. En contrebas, dans la nécropole, une série de sondages a permis de poursuivre l'exploration des espaces dévolus aux morts, mettant au jour une tombe à bûcher, ainsi que dans un autre tumulus, les fragments d'un bouclier en bronze, tandis que d'autres sondages exploraient les terrasses agricoles des alentours. Mais cette mission de la Navlokos a aussi consacré beaucoup d'énergie et d'inventivité à la protection du site. Pour acheminer les matériaux nécessaires à la consolidation des vestiges du quartier de la Forge, il a fallu, dans ce site de montagne, aménager le sentier montant depuis le village de Vracassi pour faire passer une brouette motorisée sur les 2/3 du chemin qui monte jusqu'au col. Puis les matériaux reconditionnés en petits sacs ont ensuite été transportés progressivement par les membres de l'équipe. Et en outre, 800 mètres de tuyaux d'irrigation ont été hissés depuis le village. Au total, 1200 kg de ciment et de sable et environ 5000 litres d'eau ont été acheminés pour engager la consolidation des vestiges de ce quartier de la Forge. D'autres énergies se sont employées sur plusieurs sites de Grèce à mieux comprendre pour d'autres périodes les aménagements caractéristiques des mutations de la cité grecque depuis l'époque archaïque jusqu'à l'époque hellénistique et impériale, puis à la période byzantine. En 2021, de nombreuses campagnes ont poursuivi à la fois des études d'architecture et de mobilier, ainsi que des travaux de mise en valeur des sites en partenariat avec les Éphories, en Crète à Dréros, mais aussi à Thasos sur l'Agora et le port, ainsi que dans les réserves du musée, à Delphes sur la terrasse du gymnase et à la recherche des carrières de pierre, tandis que d'autres études se poursuivaient sur l'aurige de Delphes au musée et sur les inscriptions dans les réserves. À Argos sur l'Aspis et la Larissa, à Amathonte de Chypre sur le site du palais, bref, en toute saison. À Philippe, une mission a repris, en vue de la publication, l'examen de l'architecture du Forum impérial et de ses réfections proto-byzantines, ainsi que l'étude de la céramique romaine du Forum, tandis que d'autres travaux se poursuivent pour la publication du corpus des inscriptions de Philippe. Ces travaux, sur différents sites, mobilisent plusieurs architectes pour des relevés, des restitutions photogrammétriques, des études en vue d'anastylose. Les travaux de l'École française d'Athènes font un large usage des nouvelles technologies. J'ai déjà eu l'occasion de parler les années précédentes du développement des SIG, les systèmes d'information géographique, comme outil de référence dans les travaux de l'école. Cette année, en BOC, des données LIDAR ont été acquises sur 2 sites où travaille l'École française d'Athènes, à Akraïfia et au Val des Muses. L'apport de ces données a notamment été capital pour l'étude de la ville antique d'Akraïfia. Elles ont permis de révéler l'existence d'une trame urbaine orthonormée jusqu'au sommet de l'acropole et d'identifier le théâtre et le site probable de l'agora antique. L'étude des fortifications a également bénéficié de cet apport avec l'identification de 8 nouvelles tours sur le tracé. Au Val des Muses, les données permettront de mieux comprendre l'organisation du sanctuaire. À Argos, une campagne de fouilles et d'études architecturales menée sur l'Agora a permis de procéder à des vérifications avant publication. On sait par Pausanias le grand nombre de bâtiments publics qui occupaient le centre d'Argos. En 2021, les études se sont poursuivies sur la stoa sud de l'Agora, tandis que des sondages permettaient de préciser le plan et la séquence architecturale d'un grand complexe, le grand bâtiment romain et la crépis, qui englobe les fondations d'un hôtel de l'époque classique. À Mégare,
une campagne de fouilles a clos une étape de l'exploration du site de Paquis en collaboration avec les Fauries. L'enjeu des opérations était de préciser par une exploration archéologique complète la topographie et la chronologie de l'occupation antique dans un secteur encore mal connu de la cité antique de Mégare, celui des fortifications et du port de Nissaïa, connecté à Mégare par des longs murs connus par les textes littéraires. On sait que ce site de Paquis est occupé sur la longue durée, dès le 8e siècle et jusqu'à l'époque byzantine, sans parler des réutilisations postérieures du castro, à l'époque médiévale et ottomane, et, à vrai dire, jusque durant la Seconde Guerre mondiale. Mais la fouille de 2021 a révélé des niveaux beaucoup plus anciens qui remontent à l'Éladique, dès 3000 avant notre ère, bien que l'occupation médiévale du castro ait ensuite largement détruit les phases d'occupation antique. Pour la période hellénistique, on a dégagé et étudié les fondations d'une tour et d'un mur de courtine aux blocs soigneusement agencés, datables de la fin du IVe siècle, et qui témoignent des évolutions de l'architecture militaire des cités classiques. On a ainsi pu comprendre que la fortification antique occupait un tracé plus vaste que celui du castro médiéval et participait, avec une autre colline fortifiée que la mission avait explorée précédemment, à un système élaboré de défense du port situé en contrebas. Non loin de là, un autre port, Égine, continue de retenir l'attention d'une équipe en partenariat avec les Fauries des Antiquités sous-marines. L'objectif du projet est d'étudier les installations portuaires et côtières de cette grande cité maritime de la fin du VIe siècle avant notre ère jusqu'à la fin de l'époque byzantine. L'ambition de ce chantier est aussi de contribuer à développer davantage, par des recherches pluridisciplinaires, innovantes et des formations, le domaine de l'archéologie portuaire, par opposition à l'archéologie sous-marine des épaves, un sujet qui n'est pas étranger à la problématique du changement climatique, qui s'accompagne d'une montée du niveau marin, avec des vestiges submergés à faible profondeur. C'est le cas aujourd'hui de la majorité des cités portuaires classiques et médiévales du pourtour méditerranéen. Lors de la mission de 2021, les recherches ont porté sur l'entrée du port militaire, flanqué de 2 tours et de murs dont on a révélé et documenté les détails architecturaux comme des scellements en plomb. La fouille sous-marine s'est déroulée entre les blocs tombés, qui étaient lourds et dangereux à déplacer, pour rechercher au niveau des fondations de la tour sud des éléments de datation qui pourront être analysés après dessalement. L'équipe a également documenté l'architecture du système de brise-lames destiné à protéger l'ensemble portuaire. La fouille s'est poursuivie sur le site de la baie de Colonna, où un complexe de pièces d'habitation a été mis en évidence, remontant probablement aux époques classiques et hellénistiques. Un autre port insulaire, Délos, a concentré nos efforts en 2021. Il s'agissait d'achever l'exploration sous-marine conduite autour de Délos, Rhénée et Mykonos. En partenariat avec les Fauries des Antiquités sous-marines, 30 plongées ont été réalisées, 2 épaves de navires marchands antiques datables de la fin de l'époque hellénistique d'après leur cargaison ont été identifiées entre 9 et 11 mètres de profondeur. 3 épaves, découvertes en 2019, ont également été explorées. Des échantillons de bois et de céramique ont été prélevés. Cette mission a également effectué une prospection géophysique de zones littorales situées dans le secteur du quartier de Skardana et du quartier du Stade. Cette fouille, combinée à de nombreuses autres études sur le territoire de l'île, concourt à préciser le rôle de ce grand centre du monde égéen, tout à la fois sanctuaire cosmopolite, grand port de commerce et lieu de mixité sociale et culturelle par lequel passent tous les courants d'influence du monde antique. Un programme d'études s'attache à analyser les matériaux de l'architecture publique de Délos, mettant en évidence l'importance des importations de pierres à bâtir dès l'époque archaïque, mais aussi la visibilité qui est donnée à l'origine des matériaux par les commanditaires. Cette mission de terrain a également permis de compléter de nombreuses observations sur les carrières de pierre de l'île. Un autre programme, consacré aux espaces de production et à l'histoire des techniques, s'intéresse aux activités du textile, les fouleries, les teintureries,
et aux activités de l'alimentation, les meuneries, les boulangeries, dans la ville antique de Délos et révèle leur imbrication dans l'habitat. Une autre équipe termine en vue de la publication l'étude architecturale de l'Agora des Compétaliastes. À Délos, 2 grands ensembles font également l'objet d'un réexamen des phasages de construction et du matériel associé à la Maison des Comédiens ainsi qu'à la Maison de Fourny, avec la préparation de nouvelles publications. Sur l'île d'Apollon à Délos, l'école française d'Athènes est aussi présente aux côtés de l'Éphorie des Cyclades pour protéger ce patrimoine archéologique menacé par les effets combinés du changement climatique et de l'activité touristique. À l'invitation de l'Éphorie, l'école française d'Athènes participe au travail de prospection et de cartographie des vestiges de l'île voisine de Rhénée. En 2021, la couverture photogrammétrique de l'ensemble de la nécropole a été achevée et les données nécessaires à la production d'un plan au 500e ont été relevées. Et puis, avec l'aide financière de fondations privées, l'école française d'Athènes a également entamé à Délos plusieurs travaux de consolidation des murs des quartiers d'habitation et de protection des mosaïques et des enduits peints, ainsi qu'une réflexion avec l'Éphorie sur l'aménagement des vestiges du quartier du lac. À côté des ports qui constituent un volet important des études menées par l'école française d'Athènes, l'étude des transformations urbaines est un autre domaine des travaux de nos équipes. À Apollonia d'Illyrie, en Albanie, dans un partenariat entre l'école française d'Athènes et l'école française de Rome, la restitution complète de la topographie urbaine est l'objectif du programme, complété aujourd'hui par la reprise des prospections géophysiques depuis 2019 dans la ville basse, où ont été révélés les grands îlots réguliers de l'époque hellénistique et romaine, et dans la ville haute, où apparaissent progressivement les différentes phases d'urbanisme de l'époque classique à l'époque hellénistique. Le rempart qui les englobe fait l'objet d'un programme d'études architecturales qui s'est concentré en 2021 sur les tours de l'enceinte urbaine. Parallèlement, l'étude des contextes céramiques s'est poursuivie, ainsi que le développement d'un SIG. D'un Apollon à l'autre, à Delphes, c'est sur les hauteurs, à la recherche des fortifications, qu'une équipe de l'école française travaille depuis plusieurs années. Il n'existait aucun plan complet des fortifications de Delphes. Si par la littérature, on attribue traditionnellement les fortifications de Delphes à la période de la Troisième Guerre sacrée, au milieu du IVe siècle avant notre ère, la réalité du terrain s'est avérée bien plus complexe. La fouille et l'étude architecturale ont montré qu'il y avait eu 2 systèmes de défense successifs, répondant à des logiques différentes. La forteresse d'époque classique et hellénistique protégeait bien le site de Delphes des menaces venant de l'ouest, et la découverte de plusieurs fragments de terre cuite architecturale et de plusieurs blocs de poros de grands appareils trouvés en remploi suggère d'ailleurs qu'un édifice de l'époque classique a pu s'élever dans ce secteur. Puis, au cours de l'Antiquité tardive, les mutations du site et du sanctuaire ont suscité la construction d'un autre système défensif plus vaste, associé à un habitat. La ville de l'Antiquité tardive s'étendait plus à l'ouest. Au cours de la fouille, la découverte d'une sépulture, mais aussi le riche matériel mis au jour dans des sondages, ainsi que dans l'exploration d'une citerne sur le site, donneront lieu à des études à venir sur les multiples usages de cette partie méconnue du site de Delphes. L'étude de Delphes dans ce programme est mise en parallèle avec un autre site voisin, celui d'Amphissa, où des travaux précédents ont permis d'identifier de nouveaux tronçons du rempart, tant pour la période classique et hellénistique que pour la phase ottomane. Par l'étude et par la fouille des fortifications, c'est ainsi, et sur le temps long, l'histoire des mutations des sites qui se trouvent réinterrogée. En collaboration avec l'Éphorie de Kavala, c'est également sur des périodes tardives que se concentre la fouille de la Domus V de Thasos, une vaste demeure proto-byzantine située aux abords nord de l'Artémision. En 2021, c'est une nouvelle parcelle qui a été explorée et correspond à la partie centrale de la villa avec une cour à péristyle.
On comprend désormais que cette demeure aristocratique, qui a connu plusieurs phases de remaniement entre le début du 5e siècle de notre ère et son abandon vers 620 à la suite d'un tremblement de terre, était construite sur un édifice public dont le premier état remonte au 6e siècle avant notre ère, donc au début de l'occupation grecque de l'île, édifice public qui succédait lui-même à un site précolonial de métallurgie thrace du 8e siècle avant notre ère. On est donc là au cœur de l'histoire multiséculaire de la cité thasienne antique. Dans les secteurs déjà dégagés de ce complexe, plusieurs travaux de consolidation ont également été entrepris à la fin de la mission afin de préserver les vestiges. Dans cette approche du temps long, la période byzantine occupe une grande place dans les travaux de l'École française d'Athènes, dont plusieurs programmes explorent aussi les périodes plus tardives de transition vers la Grèce franque, vers la période ottomane et vers la Grèce moderne. Les rapports entre les traditions latines, grecques, orientales, les transferts culturels qui en découlent, les ajustements des pratiques religieuses et artistiques sous l'influence des pouvoirs politiques et des dominations font l'objet des travaux de plusieurs équipes de l'école. Ces recherches conduisent à élargir l'approche non plus seulement au territoire de la Grèce, mais à la Méditerranée orientale, de la Crète vénitienne à Thessalonique, Sofia, Jérusalem, Istanbul. Au cours de l'année 2021, les équipes se sont régulièrement réunies et ont travaillé à des publications qui verront bientôt le jour. De l'Antiquité à la période contemporaine, de nombreux séminaires et journées d'études ont été organisés en partenariat avec des universités et des centres de recherche. Plusieurs bases de données, réalisées grâce à de multiples partenariats, sont accessibles en ligne à partir du site internet de l'école et fournissent aux étudiants, aux chercheurs, au public, des données et des interprétations nouvelles issues des travaux sur le terrain ou en archives. C'est le cas pour le programme sur l'armée d'Orient, pour le programme sur les médiateurs culturels, pour l'Atlas social d'Athènes ou encore pour la toute récente base de données du programme sur les patrimoines ottomans Hot Heritage, pour ne citer que quelques-uns de ces programmes. En 2021, année de commémoration du bicentenaire de l'indépendance de la Grèce, le 19e siècle a beaucoup attiré l'attention des chercheurs. Nous avons organisé un séminaire intitulé « Les observateurs du bicentenaire », faisant des commémorations elles-mêmes un objet d'étude pluridisciplinaire et analysant les processus de construction mémorielle et de représentation d'une histoire collective. Comme pour tous les autres séminaires, les séances de celui-ci peuvent être réécoutées sur la vidéothèque de l'École française d'Athènes. Si de nombreux programmes de recherche sur les périodes modernes et contemporaines sont tous fondés sur la consultation de fonds d'archives, certains d'entre eux s'appuient directement sur des archives de l'école. C'est le cas du fonds Gilliéron, les archives de 3 générations d'artistes confiées par la famille Gilliéron à l'école, restaurées et étudiées dans le cadre d'un programme qui réenvisage de nombreux aspects de l'histoire de l'archéologie et de la réception du patrimoine archéologique en Grèce au moment où se constituait en Europe, avec la naissance de l'État grec moderne, la conscience de cet héritage. En effet, 3 générations d'artistes de la famille Gilliéron furent de proches collaborateurs de nombreuses institutions de recherche et de musées. Ils ont produit et diffusé des copies officielles d'Antiquité et ont œuvré à la promotion du patrimoine de la Grèce antique. À l'écran, ce tableau de la collection, restauré et présenté au musée du Louvre dans l'exposition Paris-Athènes, est l'œuvre de Louis-Émile Emmanuel Gilliéron, à l'époque de la grande fouille de l'Acropole des années 1885-1890. Vous voyez qu'il dépeint les monuments et les pierres avec un regard minutieux et anime les ruines de 2 personnages isolés, des voyageurs, équipés d'un des premiers guides touristiques. C'est dire aussi qu'au cours de cette année 2021, tous les domaines de l'école, l'informatique, la bibliothèque, les archives, les publications, n'ont cessé de travailler à l'amélioration des outils pour la recherche et pour sa diffusion. Fruit d'une intense collaboration entre les services de l'école, la nouvelle version d'Archimage a été mise en ligne en 2021, répondant aux normes de gestion des données numériques. Cette base de données de nos archives
permettra progressivement une consultation plus aisée des fonds. Un nouveau système a également été implémenté à la bibliothèque pour la consultation du catalogue et la gestion des fonds, offrant aux lecteurs de nouvelles fonctionnalités. Avec ses différents outils pour la recherche, comme avec ses publications, l'École française d'Athènes s'engage en faveur de la science ouverte afin de mettre le plus possible à la disposition de tous les publics les résultats de ses travaux. Tout en publiant largement en format numérique, le service des publications de l'école a également produit en 2021 plusieurs ouvrages imprimés qui forment l'aboutissement de plusieurs programmes de recherche. Aux côtés du bulletin archéologique des écoles françaises à l'étranger, du bulletin de correspondance hellénique et de son petit frère, le bulletin de correspondance hellénique moderne et contemporain, accessible en ligne, l'École française d'Athènes est devenue également coéditrice de la revue Topoi et des cahiers du Centre d'études chypriotes. Elle gère désormais ces 5 revues avec l'appui de ses différents diffuseurs en Europe et en Amérique du Nord. Elle élargit de cette façon résolument son champ de recherche à la Méditerranée orientale. Du côté de la diffusion des savoirs, la nouvelle collection Épitomée s'est enrichie de 2 nouveaux volumes parus en français et en anglais et bientôt en grec. L'École française d'Athènes se veut plus que jamais, et même sous les masques sanitaires, une école en relation, solidaire de ces pays d'accueil pour promouvoir un patrimoine culturel et historique dont l'Europe a besoin au service de la connaissance, de l'esprit critique, de l'inventivité. De 2021 à 2022, de 1821 à 1922, d'une commémoration à l'autre et dans les remous d'une actualité qui interroge la capacité des sociétés à la tolérance et au vivre ensemble, c'est vers l'Asie mineure et vers le temps long que j'ai voulu tourner nos regards ce soir. L'invité de la conférence de ce soir est Patrice Hamon, professeur de littérature et civilisation grecque à la Sorbonne, et je le remercie chaleureusement de sa présence. Patrice Hamon est ancien membre de l'École française d'Athènes et beaucoup d'entre vous le connaissent pour l'excellent corpus des inscriptions de Thasos dont il est l'auteur, un volume paru récemment dans les collections de l'École française d'Athènes. En tant qu'épigraphiste chevronné, mais aussi comme historien passionné des langues et des cultures de l'Europe et de la Méditerranée, Patrice Hamon est aussi l'un des meilleurs connaisseurs de l'Asie mineure antique. Il a sillonné la Turquie sur le terrain, autant qu'à travers les corpus de sources et d'inscriptions de l'Antiquité. La conférence qu'il nous présente ce soir va retracer la complexité et la richesse culturelle des communautés grecques d'Asie mineure à l'époque qui suivit la conquête d'Alexandre le Grand. Et je lui laisse dans un instant la parole. Merci de votre attention.